Bienvenue sur le Mika NAB Show, épisode numéro 5. Pour cette semaine, on a vraiment été gâtés. Petit récap du 100% Fight, le grand retour de l'événement de Hatch. Ensuite, on a eu l'Hexagone et le même jour, on a eu la grosse carte de l'UFC 267 avec les débuts de Benoît Saint-Denis. Grosse polémique, on y reviendra là-dessus. Déjà, comment ça va, Mika? Je t'ai pas demandé. Ouais, je vois ça, c'est fini, il n'y a plus de politesse entre toi et moi. Non, je pense que les sujets du jour sont assez excitants, donc j'ai voulu directement entrer dans le vif du sujet. Et du coup, je t'excite plus, c'est ça? Bon, allons-y, En plus, je me suis démarrons. coupé les cheveux, Ouais, je j'ai suis vu ça, tu beau, t'es tu fait vois. frais, tu t'es fait frais. Ouais, je me suis fait tout beau pour toi. Moi, mes contours, ils sont en train de partir un petit peu, là. Ah, mais toi, t'es toujours pas beau. T'es jamais beau, avec ou sans contour. Bon, démarrons. Bah, il y avait le retour du 100% Fight. L'événement de Hatch et les débuts tant attendus de Ramzan Jambiev, qui faisait ses débuts en MMA, qui comptabilisait justement un combat en pancrace, dont une défaite. Et son adversaire, je n'ai plus le nom en tête, mais son adversaire était à peu près comme lui, du même niveau que lui, sur le papier en tout cas, qui avait Ouais, 0,2 ou 0,3. 0-2, ouais. Ouais, et ça, bah, il a été critiqué malheureusement. Il a été critiqué. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est normal de le mettre face à un adversaire entre guillemets de ce niveau-là? Ou tu penses qu'il aurait fallu monter la barre un petit peu haute vu qu'il était très attendu et que surtout il est très bien entouré de bons sparring partenaires et tout ce qui s'ensuit, quoi. Bon, alors déjà, en fait, c'est compliqué dans le sens où Ramzan, on le sait, il est attendu puisqu'il a une grosse notoriété. Il a une très grosse notoriété, donc en fait, il est vraiment attendu. On attend de lui beaucoup de choses. Mais dans ses interviews, il le dit très clairement. Il dit que c'est personne en MMA, qu'il va prendre en gros, il va prendre les combats et qu'au fur et à mesure, il vise l'UFC, mais que pour l'instant, il sait qu'il n'a pas le niveau. Derrière, il fait son premier combat en MMA, enfin son deuxième combat en MMA. Ouais. Il fallait pas s'attendre à ce qu'il affronte un mec qui avait, qui avait 10 combats. De toute C'est ça. manière, faut comprendre qu'en France, quand tu combats en France, quand tu as moins de 10 combats, tu peux pas avoir un adversaire qui a plus de 4 combats d'écart. Ça veut dire que dans le pire des cas, il affronte un mec avec 4-0. Mais ça n'avait pas de sens de lui donner quelqu'un qui avait 4-0 Bien alors sûr, que lui, il avait 0-1. c'est ça, ouais. Bon, là, ils lui ont donné un adversaire qui avait 0-2. Effectivement, son adversaire était bien en dessous de son niveau. Maintenant, ça permet de voir le niveau de Ramzan. On voit que, bon, bah, clairement, il peut viser au-dessus. Et voilà, je pense que par contre, pour le prochain combat, il faut qu'ils aillent chercher des adversaires beaucoup plus solides. Je pense par exemple à des adversaires qui ont peu d'expérience, mais qui sont bons. Je pense notamment à Oussama Rahim, qui a 2-0, qui s'est illustré notamment au MMA-GP. Je crois qu'il a un 0 ou ça maintenant. Il n'a Il pas avait de combattu. 2-0. Non, je crois qu'il avait combattu en fait en amateur juste avant, mais il me semble qu'au MMA-GP, c'était son premier combat pro. Donc ça Ok, reste bah quand tu même vois, équilibré, ouais. voilà, tu vois, je pense à des gars comme ça. Oussama Rahim qui a 1-0, qui a combattu au MMA-GP. Et tu vois, ça peut être un super beau combat face à Ramzan. C'est deux gars qui ont plus ou moins la même expérience. Je pense aussi à Sami Siamed, Ouais. qui était anciennement du Factory, qui est parti maintenant NR Fight. Non, dans le non, sud. il est dans le sud, ouais. Ouais, il est dans le sud et il s'entraîne aussi chez Mamoudi, qui a effectué un premier combat à Marseille, qui a gagné et qui effectue son deuxième combat au GFA à Nîmes. Donc, tu vois, tout ça, c'est des 66 kilos en France qui ont plus ou moins le même niveau. Et voilà ce qui m'intéresserait de voir comme opposition, par exemple, face à Ramzan. Mais en tout cas, il ne faut pas s'attendre à ce que Ramzan aille défier aujourd'hui des top 5 français. On voit clairement qu'il y a une grosse Ouais. différence de niveau entre lui et les autres pour l'instant. Après, ça m'étonnerait qu'ils lui mettent un mec comme Oussama ou Nassim, parce que faut savoir que, bah, comme on dit, là, il était qu'à son deuxième combat pro, et le fait qu'il a une grosse hype et qu'il veut vraiment durer dans le MMA, je pense qu'ils vont encore le construire, ce qui est tout à fait normal. Moi, je ne le blâme pas, hein. Ouais, Voilà, ça fait mais partie. ce que je veux dire, c'est que Oussama aussi, pour l'instant, il n'a rien prouvé. On sait Ouais, qu'il est bien bon, sûr. mais il a que un combat. Donc, en fait, la construction de carrière, je veux bien, mais la construction de carrière, c'est surtout faire attention à qui tu mets. Mais quand il y a un combat, il n'y a pas de construction de carrière. Faut s'affronter. Enfin, c'est comme ça que je vois la chose. On peut pas parler de construction de carrière et de choix stratégiques
avec des gars qui ont seulement un combat. Parce que bon, ça n'a pas vraiment de sens. Au contraire. En fait je pense que le fait qu'on pense comme ça, c'est le fait qu'il soit très, très coté. Et si c'était un combattant lambda, on n'aurait Ouais, pas pensé directement à le mais mettre du coup, contre un prospect français. pour son deuxième combat, par exemple, tu penserais à quoi? Bah, là, moi, je pense à la place de ses coachs. Enfin, je pense que si j'étais son coach, je ne l'aurais pas mis en français. Peut-être qu'ils ils vont lui sortir un étranger parce que. Oussama est marocain. Tu vois. Bien joué. Non, Bien joué. mais Bah, arrête, peut-être que tu as des infos que je n'ai pas. non, mais ce que je dis, c'est qu'en tout cas, voilà sur quel type de combat j'espère le voir. C'est-à-dire que c'est des combats où on ne peut pas prédire le résultat parce que ça va être très difficile de part et d'autre. Donc, il y a forcément une prise de risque et pour Oussama et pour Hamzat, par exemple. Et voilà le type de combat qui nous intéresse pour lui. C'est de voir vraiment ce qu'ils peuvent donner. Parce que voir le combat qu'on a vu là, c'était un beau combat, il a dominé, mais au final, on n'a rien vu de lui. Si c'est pour le voir encore 3 fois faire ça, ça sert à rien. Si c'est pour le voir attraper un mec et taper un mec, ça sert à rien. Après, malheureusement, des fois, on voit par exemple Shimaev et Ji Jongliang, on a l'impression que c'était la même chose. Et pourtant, l'autre, il est top 11 à l'UFC. Donc, tu vois, des fois, c'est juste qu'on a des adversaires qui sont très forts. Et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'ils affrontent d'autres personnes fortes pour voir où sont les limites, etc. C'est ça. C'est ça. On avait teasé aussi le combat revanche entre Yannick Wadja chez les moins de 93 et Karar Moji. Je crois que c'était l'un des combats de la soirée. Yannick Wadja qui s'impose par TKO et qui fait taire les rumeurs comme quoi l'arbitre avait bien fait d'arrêter lors du premier combat. Ouais. Clairement, ce combat, alors ce combat sur le papier, pour moi, il aurait déjà dû être monté en common event parce que le common event en fait avait été modifié. Ça devait être à la base le frère de Yann Kwadja qui affrontait Emmanuel Dawa. Emmanuel Dawa n'a pas pu être là parce qu'il avait perdu à l'octagone, donc je pense qu'il avait une blessure et donc il a été remplacé. Donc déjà, je pense qu'il aurait dû être hypé ce combat, il aurait dû monter en common event. Et au vu de la prestation que Zoumana nous a fait, il aurait carrément dû avoir sa place en main event, ce combat, parce que c'était clairement le combat. Ouais, c'était pas prévisible en vrai. Après, Yann, on l'a vu, il a bien travaillé ses défenses de lutte. Et ensuite, il a fait parler ses points. Alors, c'est vrai que c'était pas ce qu'il y avait de plus technique. On a vraiment vu des sacoches de taverniers dans les bars. Ah, la brutalité de Yann. Ouais, il y a vraiment eu de la brutalité dans ce combat. Ça m'a fait penser un peu à quand il avait battu Gary Decorb à l'époque au 100% Fight avec un gros coup. J'étais pas là, frérot, j'étais pas là. Ouais, mais ça, c'est des combats qui remontent à très longtemps. Mais en tout cas, ouais, gros combat. Et là, maintenant, il a fait taire toute polémique. C'est ça. 2 fois, il l'affronte, 2 fois, il gagne par KO TKO. Et cette fois-ci, on ne peut pas parler d'arrêt prématuré. Chose que je n'ai pas réussi à faire lors de mes 3 affrontements avec Karar, lors de mes débuts. Et il y avait son frère, ouais, comme tu dis, qui devait affronter Papou. C'est un petit peu le combat qui a fait polémique. Je ne sais pas d'où l'adversaire est sorti. Enfin, en fait, c'est le bad buzz le plus complet du monde. Ouais. Ça veut dire que, en fait, Yann, c'est pas Yann, j'ai oublié son prénom, frère. Joël Kwadja devait affronter Emmanuel Dawa. Emmanuel Dawa, suite à son combat à l'octogone, s'est blessé et a dû se mettre forfait pour ce combat. Derrière, la Hatch Academy, enfin Hatch plutôt, pardon, était en contact avec Bozuku, qui devait prendre ce combat à 84 kilos, je crois. Donc, on sait que lui, il avait déjà eu des gros problèmes de régime face au Top Warrior. Ouais. Moi, je l'avais croisé la semaine dernière au beatdown et il m'avait dit que, en gros, qu'il n'allait pas combattre, mais que c'était pas une question de poids. Je ne savais pas pourquoi. Donc, du coup, le combat ne s'est pas fait entre les deux. Donc, du coup, ils ont dû trouver un adversaire pour le remplacer parce qu'on sait quand il y a un combattant qui fait une prépa, etc., on a envie qu'il combatte. Et là, on l'a vu, hein, il y a beaucoup sur les remplacements de dernière minute. Là, je ne sais pas ce qui se passe en France, mais il y a le circuit ukrainien qui est en place et qui d'un coup de baguette magique, arrive à faire venir des mecs d'Ukraine. Et là, ils ont proposé un mec qui, sur le papier, avait 4-4.
sachant que le palmarès de l'adversaire en face était de 4-5. Donc pareil, sur le papier, ça matchait plutôt bien. Bien sûr. Et sauf que le gars qui est venu combattre, bah franchement, il avait pas envie, ou il a eu peur, ou pour moi, il a vraiment eu peur. Je vois pas d'autres mots. Pour moi, le gars qui est monté dans l'octogone, je sais même pas si c'est le gars qui a eu 4 victoires en professionnel. Non mais C'est ça, en fait. à un C'est moment frustrant après pour Joël. Hein. C'est vraiment frustrant parce mais que. c'est frustrant pour tout le monde, parce que pour Joël, c'est hyper frustrant. Il fait une prépa, il met même pas un coup de poing. Tu gagnes un combat comme ça, bon, ça veut rien dire. Bien sûr. Tous tes copains qui viennent te voir, bah, c'est limite, c'est ridicule. Ils vont dire, ouais, t'as acheté le combat. C'est Tous ça. ceux qui regardent le 100% fight, euh, ils vont retenir une chose. C'est pour ça que je dis bad buzz. Ils vont retenir que ce combat-là, en disant, mais c'est quoi ce combat? Et des combats comme ça, en fait, ça te nique une carte. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut arrêter de croire que c'est quelque Un jeu chose de, d'enfant de faire c'est une une, carte. ouais, mais au-delà de ça, il faut pas croire que c'est une volonté de l'organisateur d'organiser des Bien combats sûr, ouais. faciles comme ça, parce qu'au final, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est vraiment du bad buzz. Et malheureusement, le pire, c'est que le mec, il est payé pour faire ça. Tu vois, C'est moi, ça. je suis un organisateur, je fais venir un combattant, le combattant, il me fait ça. Mais purée, ça va me faire mal au cœur de le payer, ce mec-là. Et Ah, mais pourtant, ça fume et saute. Hein. bah ouais, mais non, t'es obligé de le payer, tu vois, tu peux pas, enfin. Et ce que je veux dire, c'est que le mec, il te nique il te nique ton Ouais. gala, il te nique un combat, il te fait une sale réputation. Tu vois, c'est chiant en fait, c'est chiant pour Ouais, tout le bah, monde. malheureusement, sur mon Instagram, j'ai laissé les gens donner leur avis. Et en fait, limite, ils ont retenu que ce combat-là, en fait. Ouais, Et ce et qui est c'est assez ça. négatif au 100% fight, ouais. Et ensuite, on a eu le combat de la soirée, donc Zoumana. Zoumana, grosse déception. Franchement, Ouais. je m'attendais à. Je sais pas, moi j'ai laissé Zoumana il y a 6 ans, donc j'ai laissé le Zoumana qui Ouais. nous sortait Bah, des grosses performances. tu sais, le MMA, ça évolue à vitesse grand V. Là, il a eu pas moins de 3 ans d'absence. C'est un petit peu compliqué. Après, honnêtement, Zoumana, je le connais très bien. Pour m'être entraîné avec lui plusieurs fois, pour avoir travaillé avec lui aussi en sécurité. Je pense que c'est peut-être l'envie qui n'est plus là, tu vois. Je pense que c'est l'envie qui n'est Ouais, plus là parce que l'adversaire en. Après, l'adversaire, bien sûr, il ne faut pas se fier à son palmarès. Il avait 11-11, mais il a pris des mecs solides quand même. Dont Gamzatov. Il avait perdu contre Gamzatov, qui est celui qu'on a pu voir hier à l'UFC. Mais honnêtement, je sais pas. Je trouve qu'il manquait peut-être l'envie de revenir ou l'envie de combattre parce que la soumission sur laquelle il tape, je sais même pas si c'était vraiment une soumission qui a été en fait ouais, ouais, valable, on va enfin, dire. franchement, ça a été décevant. Après, je pense surtout que c'est au niveau de la préparation physique que ça a cloché, parce que on l'a vu, c'est même pas un abandon pour moi sur soumission, mais c'est plus un abandon de dire, vas-y, j'ai plus de cardio, je donne tout sur 2, 3 minutes, et après, si ça passe pas, tant pis. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé. Quand il est allé sur le dos, il avait plus envie, comme tu l'as dit, mais Ouais. que c'était pas une question de ne pas avoir envie de combattre, c'était vraiment une question de, de, de pas avoir cette détermination d'aller chercher dans ses retranchements. Et ça, malheureusement, Bah, en si fait, déjà. et encore, hein, Alors moi, je sais même pas s'il j'ai, avait besoin d'aller dans ses retranchements parce qu'à un moment donné, il est en croix sur le mec, sachant que Zoumana il était à 120 kilos plein pot et le mec il était pesé à 98 kilos, tu vois. Pour avoir tourné avec Zoumana, je sais qu'il a vraiment une pression de bâtard, tu vois. C'est pour ça que je me dis peut-être que c'était vraiment l'envie qui n'était plus là, tu vois. ouais, je peux pas te dire après même ce que son training camp a été complet, est-ce qu'il s'est entraîné sérieusement. Ça pose de vraies questions quand on voit le Zoumana là, et le Zoumana qui nous a fait des guerres avec Francis Ngannou, des guerres avec Malik Merab. Tu vois, on peut pas aujourd'hui regarder ce combat et se dire ouais, bah c'est pas de chance. Non, il y a eu un gros problème, je pense, dans son camp de préparation, et il l'a payé cash le jour Après, J, quoi. et je pense vraiment qu'il a peut-être été beaucoup habitué au pancras Zoumana, parce que sur ses 15, 14, 16 combats, là, il a 90% de victoires en pancras. Et malheureusement, là, toutes ses défaites, elles sont en MMA. Tu sais, Mm. il a combattu 2, 3 fois en MMA. En fait, il était sur une séquence de 10 victoires, 10-0, juste après Ngannou et tout. Après, il avait été combattre en Russie et c'était sa première défaite qu'il avait essuyée en MMA. Ensuite, il est revenu en pancras, il a enchaîné des KO, des soumissions.
été combattu, je crois que c'était en 2016 en Ukraine. Boum, pareil, il se retrouve, il domine le combat. Il domine le combat et une fois qu'il se fait emmener au sol et que le mec il était en position sur lui, d'ailleurs j'ai oublié le nom de l'adversaire, mais il a ensuite été à l'UFC juste après ça. Et une fois que le mec il a été sur lui en round pound, tu vois que Zomana il abandonne. Et j'ai l'impression peut-être que, je sais pas, après je suis pas là pendant ces training camps et tout, mais peut-être que c'est ouais, peut-être le training camp qui se passe mal ou je sais pas, mais c'est vrai que j'étais un Ouais, petit ou peu déçu de cette prestation. peut-être la transition MMA qui lui va pas bien. Ouais, Mais c'est là, ça. tu vois, sur le combat de vendredi, son adversaire, il a pas mis un gros grand and pound. C'est ça. Tu vois, Ouais, pour ouais. moi, il y a pas eu de grosse différence avec ce qui se passe en pancrace. Donc, Mm. après, après aussi, tu sais, une défaite, c'est psychologique parfois. On a du mal à s'en remettre. Bon, après, j'espère pour lui qu'il s'en remettra. Bien sûr, bien sûr. On Après, l'espère aussi. il y avait un combat qui m'a marqué, moi. Enfin, un combattant plutôt que vraiment je trouve j'ai eu la chance de le commenter au FFA Challenge. C'est Thomas Glo qui me Ouais. surprend. 77 kilos, très très solide, 4-0. Bon, il n'a pas encore affronté de gros combattants. On Ouais. sait quand même qu'il s'est débarrassé de Antoine Simon. Antoine Simon, c'est un bon combattant qui enregistre 2 défaites face à Thomas Glo et face à Benoît Saint-Denis. Donc voilà, on le sait, hein. Antoine Simon, c'est quand même ouais, Antoine Simon, c'est quelqu'un de solide. Maintenant, Thomas Antoine Ben Glo, tu vois, Simon. Ben Simon, ouais. Et Ouais, par contre, tu vois, Thomas Glo, j'aimerais bien maintenant le voir face à, par exemple, un Wissem Akmouche. je sais Ça pas serait si j'ai un. le droit de, si je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais ce combat-là, il est acté hein, justement pour le prochain 100% fight. Désolé d'avoir sorti l'info, peut-être que j'avais pas le droit. Ah Mais ce ouais. combat, il est acté. T'as dit pas de langue de bois, je parle. Du coup, ça vient de Wissam. Je sais pas. En tout cas, Ah ce ouais. combat, il est acté pour le. Tu vois, ça, c'est un des combats qui vraiment, je trouve, a vraiment beaucoup de sens. C'est les 2,77 kilos qui performent le plus actuellement Alors, quand je dis ça, c'est vraiment en termes de. Alors, rookie, pas pour manquer de respect, mais c'est vraiment ceux qu'on va voir. Et peut-être sur ce combat-là, on va voir 2 personnes qui vont, voilà, qui vont ensuite aller sur les circuits européens, Bien etc. sûr. Donc là, ils sont vraiment à un stade de leur carrière où ils commencent à nettoyer la KT, à nettoyer la KT. Et maintenant, on va voir qui va évoluer sur le circuit européen. Donc, hâte de voir ce combat et hâte de voir, parce que tous les deux sont complets, tous les deux sont très forts. Donc, vraiment hâte de voir ce combat. Ouais, on a hâte, on a hâte. On va passer à l'Hexagone. Ouais, après, juste pour revenir sur l'organisation en elle-même du 100% Fight, moi, je l'ai vu par pay-per-view, j'ai pas pu y assister, puisqu'il y avait Ouais. salle comble. Donc, du coup, je pense que niveau ticket en entrée, bah, ils ont fait comble, hein, parce qu'ils ont tout vendu. Le pay-per-view, j'ai vu que c'était quand même pas mal. Il n'y a pas eu trop de bugs, ça a bugué un peu. La salle, elle avait l'air hyper bien décorée. Ouais. Après, je ne sais pas la capacité d'accueil du Cirque Borman. Je n'ai pas regardé. Non, j'ai pas l'idée. Mais juste pour revenir, il y avait un combattant. Moi, personnellement, j'ai pas pu le voir ce combat. C'est Bayzangour. Désolé si j'écorche un petit peu son prénom. En fait, justement, lorsque j'ai laissé les gens débriefer sur le combat, il y a beaucoup son nom qui est ressorti. D'ailleurs, French Savagerie, il lui a accordé une interview il y a quelques mois. Donc, pour ceux qui voudront aller découvrir, Il a affronté un gars du Factory ou pas? non, un C'est gars lui? de la team Chapacuente, Aquila. Ah, j'ai vu le combat. Ah ouais, Ouais. ouais, il l'a ultra. Ah ouais, si, c'est bon. Ah ouais, il l'a Et ultra dominé. tu vois, il est Ouais, déjà à très, 5-0. très En gros, solide. Ouais, on parle de lui comme un futur prospect, quoi. Un prospect. ouais, c'est Et je vrai. pense que son Mais nom c'est ira un très loin. moins de 84 kilos, c'est ça? 77, il me semble, non? Non, non, c'est un 84, je crois. 84. Ok, ok. Enfin, il me Bon, en tout semble, cas, ouais. ouais. Il y a Je l'ai trouvé vraiment solide, costaud, puissant, grosse lutte. Ouais, très solide. Le gars de la team de Morgan n'a rien pu faire. Vraiment, il était dépassé sur tous les domaines. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour du 100% fight. On va passer à l'Hexagone. Ouais, on peut. On avait un petit peu teasé l'événement, 6 combats. Il me semble que tu m'as dit qu'il a fallu avoir 2 combats en moins, c'est ça? Bah, en fait, c'est le risque hein, que l'Hexagone prend. Déjà, l'Hexagone, les pauvres sont mal tombés parce que, bon, alors on le sait, hein, ils planifient Ouais. longtemps à l'avance, mais là, ils ont planifié sur le même soir où on avait un UFC de malade. Ouais. Et pire du pire, c'est que c'était à la même heure.
Ça veut C'est dire ça. que la main carte de l'UFC commençait à la même heure que la main carte de l'Hexagone, donc 20h30. Ouais, ouais. Et en plus sur RMC Sport 1, RMC Sport 2. Donc franchement, pas de chance pour eux parce que voilà, Mais tu me entre dirais quand même, il y avait du monde, hein. Bon, c'était pas une salle comble non non plus mais parce que c'était. ce que je veux dire c'est que sur RMC quand tu as le choix de voir Shimaev face à Ji Jiangliang Ouais, ouais. ou un combattant sans leur manquer de respect poids lourd, c'était Rémi contre Damien, ouais, Damien, je sais Damien pas comment contre il un Ukrainien. Tu vois, le choix, il est quand même vite fait quand c'est à la même heure. Donc, c'est dommage pour eux. Ensuite, au niveau du Zénith, ouais, j'ai vu qu'il y a eu quand même. Bon, la salle était remplie. Je crois qu'ils ont vendu à peu près 2300 tickets, je crois. Donc, c'est pas mal. pas mal. Ouais. C'est bien. Après, sur l'ensemble de la carte, bon, bah voilà, il y a eu des victoires, on s'y attendait. Hein. Baben qui s'est imposé facilement. Karla Moussou qui s'est imposé facilement aussi. On a eu un que je suis depuis longtemps, c'est William. Liam Gomis, Ouais, de qui l'Académie. franchement, ouais, qui un des 66 kilos qui passe un peu inaperçu. Tant il y a, en fait, franchement, je pense que 66 kilos, c'est la catégorie en France où on a Où le ça plus de performe le plus, talent, ouais. où il y a le plus de talent actuellement. On a C'est Saladin vrai. Parnasse, Morgan Charrière, on a Fabakary Diatta, Diatta, on a William Gomis, on a Dagir Mavov, ouais. Imavov, on a Elias Bouguesdam, Guézam, Alioune on a Nahaï. on a Ouais, Alioune. En fait, franchement, la KT à 66 kilos, elle est hors norme. Quand tu sais que derrière, tu as des gars comme John Doy qui reviennent, ouais, c'est vrai. euh, quand tu vois que tu as des gars comme Azael qui arrivent, tout ça, la KT des 66 kilos est actuellement en France la KT la plus Disputé, remplie. ouais. Ouais, ouais, Ouais. c'est vrai, je suis d'accord. Et Ouais. les gars, ils combattent au KSW, au Bellator, au Cage Warrior. Donc voilà. Donc, en tout cas, William est un combattant à suivre qui m'impressionne. Petite déception sur les combats féminins. Ouais, on avait une Déception Gilberto. parce que les résultats n'ont pas été à la hauteur. Laetitia, en fait, elle perd son combat, mais comme son adversaire a eu un point de pénalité, ça se transforme en draw. Donc, Laetitia, c'est presque, j'ai envie de dire, bien joué de sa part parce que je trouve que le point de pénalité, il est énorme et c'est sincère. Je trouve que le point de pénalité, je trouve que c'est très sévère pour son adversaire, le point de pénalité. Maintenant, c'est l'arbitre qui applique la règle et tant mieux, ça va dans le bon sens parce que ça évite une Défaite, ouais. défaite à Laetitia. Mais déçu parce qu'on voit Laetitia qui pratique encore un MMA à l'ancienne, basé sur son judo, un peu comme Ronda Rousey à l'époque. Ouais, je Et sais pas si c'est un. Je pense que c'est un problème de transition. Peut-être qu'elle a été trop formatée à. Parce qu'elle a fait 3 sports de préemption, la lutte, sambo et judo. Et je pense que c'est un problème parce qu'on s'est entraîné avec elle justement et en fait, on lui répétait pas mal de fois de ne pas trop tenter des projectons de judo pour ne pas se faire prendre le dos. C'est ce qui est arrivé dans le premier round. Et je pense que c'est peut-être un problème ouais, de transition. bon après, Laetitia, elle est quand même âgée. C'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière en judo, en sambo et en lutte. C'est l'une des plus médaillées de France. Ouais. Donc en fait, ça lui a réussi jusqu'à maintenant. Donc tu vois, il fallait peut-être qu'elle passe sur un combat difficile pour qu'elle comprenne. Mais c'est exactement ça, c'est qu'en fait, elle fait son judo et le problème, c'est que derrière, son adversaire très solide, quand elle tombait au sol, arrivait à récupérer un crochet, deux crochets et s'installait dans le dos de Laetitia. Et on l'a vu, par contre, Laetitia n'a rien lâché jusqu'à la fin, mais ça a été très difficile pour elle. Elle est sortie du combat à un moment donné, je suis pas sûr qu'elle a eu envie de reprendre dans le combat. Ouais. Franchement, je l'ai senti même fragile à un moment donné Je crois que c'est à la fin du deuxième round, psychologiquement. elle m'avait un petit peu sonné, il me semble. Ouais, je sais, franchement, voilà, je sais pas, mais en tout cas, un peu déçu du coup de la prestation et j'espère qu'elle saura rebondir parce qu'en France, on n'a pas beaucoup de représentantes et qu'elle a une carte à jouer. Pour Lucie Berthaud, c'est très dommage parce qu'elle a fait un début de combat magnifique. Ouais, En pas fait, maîtrisé, ouais. je pense que si elle serait restée sur l'anglaise, elle aurait gagné son combat de manière extrêmement simple. Ouais. Après, elle le dit elle-même, elle dit que elle pense que l'un de ses points forts, c'est le cash control. Et donc, du coup, Ça elle m'a un est petit peu partie. surpris, moi, lorsqu'elle a dit ça, parce que moi, je pensais vraiment que, enfin,
Je pense qu'on est d'accord là-dessus que sa base, c'est la boxe anglaise, là, Lucie Berto. Ah non, non, son plus gros point fort, il est la boxe anglaise, mais c'est vrai qu'elle a un bon catch control. On l'avait vu face à Maggie Horton au Bellator, et c'est Ouais. comme ça qu'elle a réussi à gagner Maggie, c'est qu'elle l'a épuisé au catch control. Sauf que là, en face d'elle, elle avait une adversaire qui était très dure, Ouais. et que, en fait, Lucie, quand elle s'est fait contrer au premier round, au lieu de tout de suite réadapter son game plan et de ne plus aller chercher le catch control et de rester que sur l'anglaise, Ouais. elle allait quand même, malgré les risques et malgré le fait d'avoir ressenti le danger, elle continuait à aller au cash control. Et le problème, c'est qu'en MMA, ça pardonne pas. Son adversaire l'a touché à l'œil. Elle a eu le mauvais réflexe où elle n'a pas été assez instinctive ou alors elle était déjà sortie de son combat, je ne sais pas. Parce qu'à 1 minute 30 de la fin, elle aurait très bien pu essayer de garder le combat à 1 minute 30 et elle partait vers une décision unanime. Malheureusement, elle tourne le dos à son adversaire. Son adversaire en profite pour mettre 3 frappes. L'arbitre intervient, ce qui est logique. Ouais. Donc vraiment grosse déception pour elle parce que l'adversaire était largement à sa portée. Bien Et sûr. je pense vraiment que sur ce coup-là, c'est un problème de tactique. Alors, je ne sais pas si c'est dans son coin ou pas. J'ai pas envie de juger quelque chose que je ne connais pas. Mais en tout cas, elle a manqué de lucidité ou de fight IQ sur ce combat parce que si elle avait eu un peu de lucidité, elle aurait pu gagner ce combat hyper facilement. Évidemment, je suis d'accord. Après, Grosse déception pour on peut saluer quand même la performance de Baben, moi, qui m'impressionne. Ouais. Franchement, Baben, pour moi, c'est un des combattants français qui est le plus sous-coté actuellement en France. Et je ne comprends pas qu'il soit pas à l'UFC. Vraiment, à l'heure actuelle, en France, Après, il est plutôt jeune, je pense, Baben. c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que même si il va pas aller chercher la ceinture de l'UFC, je pense qu'il peut battre beaucoup de personnes à l'UFC et que ça nous ferait plaisir de voir des combattants. En fait, je comprends pas pourquoi à chaque fois qu'un combattant français il signe à l'UFC, on dit ouais, mais il a pas le niveau de la ceinture. Mais il y a combien Ouais, c'est ça. d'Américains, il y a combien d'Américains qui sont à l'UFC et qui vont jamais chercher la ceinture? Non, Tu je pense vois? que ça, c'est un manque d'objectivité de la part des Français lorsqu'on réagit de Et, cette et- manière-là. Parce que c'est sur la longévité qu'on voit si le mec, c'est il a le niveau ça. de la ceinture, tu vois. Des mecs, regarde comme Oliveira, et Oliveira. S'il a la chance aujourd'hui de faire cette Bien ceinture, c'est sûr. parce que l'UFC l'a laissé se construire. Il a connu des désillusions. Il est revenu, il est reparti. Dustin Poirier, c'est un peu pareil. À Ouais. 66 kilos, c'était pas les mêmes performances que maintenant. Et si tu donnes la chance à un mec comme Baben d'aller à l'UFC et que là, tu dis, OK, maintenant, tu gagneras beaucoup d'argent, tout ça, peut-être que déjà, il va arrêter de travailler. Peut-être qu'il va faire que ça toute sa vie. Et là, son niveau, il va monter. Tu vois, il y a aussi cette réalité-là que les gens voient pas. En tout cas, je trouve que Baben a clairement le niveau de l'UFC et je trouve dommage qu'un jour dans sa vie, il n'ait pas la chance d'aller dans cette organisation, ne serait-ce que par reconnaissance de tout ce qu'il a pu faire dans le MMA. Bien sûr. Après, là, il est au moins sur 4 ou 5 victoires consécutives, il me semble. Il avait fait 3 victoires au Bellator, une 3 victoire victoires à au l'ARES. Bellator par soumission, une Ouais. victoire par soumission sur Glenn Spar au Ares. Et Ouais. crois-moi, Glenn Spar, c'est un mec Il est solide, ouais. archi solide. Mhm. Là, bon, l'Ukrainien, c'est pas pour cracher dans la soupe, mais il était clairement pas au niveau de Greg Baben. C'était un combat un peu facile pour lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est sur 5 victoires, 5 finishes. À un moment donné, j'espère pour lui en tout cas qu'il aura cette chance de pouvoir combattre dans la Big League. Même 6 victoires consécutives, ouais. Une au M1, 3 au Bellator, une à l'ARES et celle d'hier à l'Octagone. Et que des soumissions. À l'Hexagone. C'est ça, à l'Hexagone, ouais. Bah, peut-être que s'il y a un UFC France, peut-être qu'il sera appelé, hein. En tout cas, je l'espère pour lui. Après, J'espère. vu l'âge et vu le palmarès, parce que malheureusement, il a essayé beaucoup de défaites, ça m'étonne. Ouais, entièrement d'accord. Si tu regardes sur le palmarès numérique, je suis d'accord avec toi. Mais le numérique, ça veut rien dire. Moi, si je te sors des mecs qui ont 14-1 ou 14-2, mais que je regarde qui ils ont affronté, à un moment donné, c'est dans ce cas-là, on fait tous de la construction de carrière et on propose au public. Malheureusement, Non, mais, c'est la première chose que les promoteurs, que les coachs regardent, en fait. non, mais Tu c'est vois. oui et non. Oui et non. Oui, parce que c'est vrai qu'un palmarès, on aime avoir un palmarès vierge, on aime voir des mecs qui ont Mhm. 14-2. Maintenant, lui, déjà, Baben, il vient d'une autre génération de combattants. C'est des combattants Ouais. qui se sont faits dans la difficulté, puisque quand ils ont commencé le MMA, ils partaient directement au M1. Ils n'ont pas eu la chance de pouvoir combattre dans des organisations françaises, etc. Donc, il n'y avait pas eu de construction de carrière pour eux.
Et par exemple, moi, je prends l'exemple d'un mec que j'ai combattu récemment, Bruno Machado, à l'UA Warrior. Ouais. Cet enfoiré, il a un palmarès de 11-9 ou 11-7, un Ouais, truc comme ça. ça reflète pas son niveau, je suis d'accord avec toi. Eh, écoute, quand j'ai pris le combat, je me suis dit, ouais, ok, c'est bon. Et puis, j'ai été sur Tapologie et puis j'ai vu que le mec, tu vois, il avait 6 défaites d'affilée dans sa carrière. Ouais. Tout au début de sa carrière, le mec, il avait 0-6. Et maintenant, il a 11-7. Il a bien Tu vois remonté ce la que je veux pente, dire? hein. Et plus que ça, c'est qu'il a affronté des mecs hyper solides, cet enfoiré. Et tu vois, comme quoi le palmarès, ça veut rien dire. Et voilà. Et c'est celui qui, en combat, je parle en combat, m'a fait le plus mal. Je parle de douleur physique. Il m'a arraché la jambe. Avec J'ai. des gros low kicks. C'était Non, mais malheureux à voir. c'est- c'est pour ça que je te dis, attention, le palmarès, ça veut, à un moment donné, ça veut rien dire. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Bon, il faut quand même saluer la prestation de Damien Losco qui faisait son retour chez les poids lourds. En fait, j'ai pas vu son combat, mais je sais qu'il a affronté pareil un gars qu'ils ont Un repêché. Ukrainien, ouais. Qui Un, avait 10 combats, je crois qu'il avait 5-5, ouais. Et Et pour ça, Babel, c'est pareil. Pour Babel, ils ont ramené un Ukrainien à la dernière minute. C'est pour ça que je te dis, il y a un truc qui se passe entre la France et l'Ukraine. en fait, en vrai de vrai, ce que la France est en train de faire actuellement, c'est un petit peu, c'est même pas un petit peu, c'est ce que les étrangers ont fait toutes ces années. Ça, il y a 10 ans en arrière, lorsqu'ils appelaient les Français à la dernière minute pour prendre des victoires derrière, bah, c'est un petit peu une petite vengeance de la part des Français. Ouais, mais après, tous les Français, tous les Ukrainiens qu'on a pris là, entre guillemets, c'est des Ukrainiens qui viennent remplacer. Ouais, C'est pas en planifié. C'est-à-dire que c'est vraiment parce qu'il faut mettre une rustine. Mais j'espère en tout cas qu'on va pas tomber dans ces travers parce que ça serait moche pour les événements français et ça serait moche pour l'image du MMA qu'on veut donner parce que si à chaque fois qu'on a besoin d'un gars pour faire monter un gars, on fait venir un Ukrainien, tu vois, ouais, qui a un palmarès un peu, tu vois, qui s'en fout, qui est en fin de carrière, etc., ça va pas être cool pour le MMA. c'est ça, c'est ça. Bon, bah, passons au Aux big choses event, sérieuses. À big l'UFC, event, à l'UFC 267. On avait Benoît Saint-Denis. Je commence à rigoler parce que j'ai vu tout ce qui s'est passé en fait autour de ce combat-là. Benoît Saint-Denis qui faisait son combat. Après, je ne sais pas si on peut appeler ça un short notice parce qu'il a eu au moins 4 semaines de préparation. Tu veux ouais, dire en fait, c'est un camp d'entraînement minime pas parce qu'il a complet, eu, ouais. il a eu 5 semaines. Voilà, c'est un petit camp d'entraînement. Après, on sait que Benoît Saint-Denis, de toute manière, il est toujours prêt. C'est ça. Il s'entraînait dur parce qu'il préparait quelque chose, dans l'idée de préparer quelque chose au beatdown. Donc, on savait qu'il avait une bonne condition physique. Mais par contre, c'est vrai que son camp d'entraînement spécifique pour son gars était court. C'est ça, c'est ça. Donc, on peut que le saluer. Honnêtement, la prestation qu'il nous a offert, on peut que le saluer. Après, avant de rentrer dans les polémiques, qu'est-ce que tu en as pensé toi, du premier round? Parce qu'honnêtement, il perd le premier round 19 sur le score des juges, mais le round, on peut lui donner. Franchement, on peut lui donner. J'ai discuté avec Karim, un gars qui travaille dans la Fédération française des MMA. En fait, justement, il était du même avis que moi. Il n'a pas compris pourquoi ils ont donné le round à Dos Santos à 19, Donc, sachant que Benoît, je trouve il nous fait un bon premier round. en fait, Benoît est plus agressif et Benoît fait 2 takedowns, mais qu'il n'arrive pas à garder. On est Ouais. d'accord? Donc ça, c'est à l'avantage de Benoît. Par contre, sur les frappes significatives et surtout au niveau des impacts, on sentait Éliseu plus puissant. Mais c'était aussi lié au poids, parce qu'on sait Ouais. que Benoît, c'est quelqu'un qui va descendre à 70 kilos et qui a un petit 77 kilos. Et Éliseu qui a un gros 77. Donc en fait, je pense que... et en plus, si tu regardes bien au premier round, Benoît est déjà très durement touché à un moment donné. À un moment En fin de donné, round, en fin de round, ouais, effectivement, il est. se fait très durement connecter. Et je pense que c'est cette fin de round qui fait basculer Le combat. le score. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que le premier round est hyper discuté. Le souci, c'est quoi? C'est que pour arriver à ce résultat d'un round hyper serré, on a un Éliseu qui était en économie d'énergie et on a un Benoît Saint-Denis qui a mis une débauche énergétique de ouf. Ouais. Et du coup, au deuxième round, ça a payé cash dans la suite avec les coups de genoux, etc. Et puis tout ce qu'on sait du deuxième round. Parce que Benoît n'a jamais su revenir. En fait, il était déjà en eau profonde et c'était trop tard pour qu'il puisse Bah, récupérer de en quel que fait, soit. ouais.
comme tu dis, ça a démarré dans le premier round. Et en fait, parce que Benoît, en fait, lorsqu'il s'engageait, en fait, lorsqu'il engageait le combat, le problème, c'est qu'il restait dans l'axe et en fait, il se faisait durement toucher. Ou soit il esquivait le crochet et que ça passait vraiment à ça de son visage. Et après, en fait, à la pause du premier round, on entend Daniel Warren, son coach, lui dire d'arrêter de. Il lui dit arrête de rester dans l'axe. Et malheureusement, c'est une chose que peut-être que Benoît n'a pas su appliquer, peut-être par manque d'espérance ou je ne sais pas. Il n'a pas su l'appliquer et en fait, comme tu as dit, il y a déjà eu des alertes dans le premier round et c'est dans le deuxième round qu'il a durement été touché et qu'il y a eu. Après, après j'insiste quand même, et c'est pour ça qu'il faut recontextualiser. On a Benoît Saint-Denis qui a 7 ou 8 combats MMA, qui a commencé le MMA il y a 2 ans et demi, qui a jamais affronté plus gros qu'un top 100, 150 ou 200 mondial. Il est propulsé à l'UFC, donc il signe à l'UFC à 77 kilos dans une catégorie supérieure à ce qu'il voulait faire parce qu'il combattait à 75 et qu'il voulait descendre à 70. Et il affronte à l'UFC un mec qui a 11 combats, 8 victoires, 3 défaites. Et sur ces 3 défaites, il y a 2 défaites qui sont par décision partagée. Ça, c'est pour donner un peu le contexte. Ouais. Il a 5 semaines pour préparer ce combat. Et donc, on sait qu'il affronte un mec hyper dur. Donc déjà, au niveau de l'affrontement, il y avait sur le papier un gros déséquilibre. C'est-à-dire que ne serait-ce que sur l'expérience de son combattant à l'UFC, ça faisait déjà plus que l'expérience globale de Benoît Saint-Denis en MMA. Donc voilà. Ensuite, Benoît, il arrive avec ses armes. Il arrive avec son explosivité, ses gros middle et sa boxe en ligne. Il a toujours boxé en ligne. Et ses takedowns. Et un sol hyper agressif. Ça, c'est les armes de Benoît, on les connaissait. En 5 semaines, tu peux pas changer de manière trop foncière ta manière d'apprendre de nouvelles techniques. Ensuite, Benoît, c'est un combattant qui a toujours été chercher les finishes dans son combat, donc qui a jamais eu besoin de gagner à la décision. Donc lui, dans sa carrière, il a jamais été réellement mis en danger. Et donc jusqu'à maintenant, il a jamais réfléchi à la gestion d'un combat. C'est-à-dire gagner un combat à la décision parce qu'on sait qu'il y a de l'énergie, etc. Donc, il a commencé ses combats comme il les commence tout le temps. Il a commencé à fond. Je le dis, le premier round était vachement disputé. On aurait carrément presque pu lui donner 19. Bien sûr, ouais. Et derrière, il est en manque d'énergie. Et quand tu es en manque d'énergie, bah, tu n'as plus de lucidité. Ça veut dire que même les consignes que Daniel Warren devait lui donner, bah, c'est difficile de les appliquer. Ouais, bien sûr, ouais. Derrière ça, tu ajoutes que tu te fais toucher de plus en plus durement parce que la fatigue s'accumule. Donc forcément, ta garde est basse. Moi, c'est le gros défaut que j'ai trouvé sur ce combat, c'était surtout que la garde était basse. Ouais. Et qu'après, bah, forcément, plus tu te fais toucher, moins tu es lucide. Moins tu es lucide, plus tu te fais toucher. Donc c'est un cercle vicieux. Et après, bah, c'est ce qui s'est passé au deuxième round. Et après, on était plus dans la survie que dans la manière d'aller chercher le combat. Après, ce qu'on a pu voir dans le combat, c'est qu'il a jamais, lui, Benoît, dans le rôle qu'on demande à un combattant, c'est un combattant, on lui demande rien d'autre que de combattre jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est là qu'intervient la polémique, c'est qu'à un moment donné, on aurait voulu, d'un point de vue du spectateur, que l'arbitre intervienne parce que clairement, je trouve que Benoît a pris beaucoup de coups et que cela aurait pu coûter cher à la santé de Benoît. Ça veut dire que, et même si aujourd'hui, on sait que Benoît, apparemment, il a rien, tous les examens sont OK et c'est tant mieux, dans une carrière sportive, tu fais pas 15 combats comme ça. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est important. Les gens, ils disent, ouais, c'est un guerrier. Je vois beaucoup des commentaires après, qui disent. Je pense que ça, c'est notre côté chauvin, parce que moi, en fait, dès que j'ai regardé le combat en direct, j'ai dû regarder le combat 3 fois pour me faire vraiment un avis à froid. Même moi, je me disais, ouais, c'est un guerrier sur la première réaction, vraiment sur le combat en direct. Mais après, en fait, en prenant du recul et à froid, tu te dis que là, c'est comme tu as dit, il aurait vraiment pu prendre beaucoup plus cher. Ouais, et puis surtout, c'est un guerrier. Ça, on le sait que c'est un guerrier. Ça veut dire que ce que je veux dire, c'est que le fait, si l'arbitre avait arrêté le combat, ça n'aurait pas retiré le fait que Benoît, lui, continuait d'aller au combat. Donc, ce que je veux dire, c'est que justement, un coach et un combattant ne devraient jamais avoir à penser à jeter l'éponge. Parce qu'il y a l'arbitre qui est là pour préserver l'intégrité d'un combattant et que le seul et unique but du combattant, c'est de combattre jusqu'au bout.
ou jusqu'à intervention de l'arbitre. Maintenant, le truc, c'est que ce que je dis, c'est que Benoît, derrière, il a d'autres combats à faire à l'UFC. Et que les gens qui sont en dehors de la sphère MMA, ils disent, ouais, c'est un guerrier, vous dites n'importe quoi, il a risqué sa vie dans l'armée et tout. Mais c'est vrai. Mais là, c'est pas l'armée, justement. Tu vois ce que... Et là, après, je pense que le fait que les gens ont blâmé son camp de ne pas avoir jeté l'éponge, tu sais, un coach et son élève, c'est fusionnel, surtout que Benoît et Warren, on sait qu'ils sont vraiment proches. Et même le fait que Daniel Warren connaît Benoît, même de son passé à l'armée, voilà, que c'est un mec du romal. Je pense que c'est vraiment aussi pour ce côté-là qu'il n'a pas voulu jeter l'éponge. Parce qu'on l'entendait à chaque pause entre les rounds, il disait tu vas pas lâcher, tu vas pas lâcher. Tu veux le faire ou pas, tu vois. Je pense que ça, c'est vraiment. Après, c'est exactement ça. Ça veut dire que quand tu es coach, c'est là où c'est dur pour le coach. Parce que le coach, il voit que son élève, il est dans le mal, il est dans le dur. Daniel connaît les compétences de Benoît et connaît l'état d'esprit de Benoît. Benoît, on sait qu'il va pas lâcher. C'est un combattant de haut niveau. Maintenant, ils ont d'autres, il faut penser sur le long terme. Alors, c'est facile avec le recul. Mais c'est encore une fois ce que je dis, c'est que normalement, ces questions-là, elles ne devraient jamais arriver. C'est-à-dire que la première chose de l'arbitre, c'est de préserver l'intégrité d'un combattant et c'est pas au coach ou au combattant, dans un premier temps, de penser à ça. Maintenant, quand ça arrive, avec le recul, Benoît, on sait qu'il a rien, et tant mieux. Mais si Benoît, il avait des séquelles, on aurait dit quoi? Mais en fait, tu sais, ça me fait un petit peu penser tu vois, Sean O'Malley, il a pas affronté un gars en short notice. Ouais, le Un gars Portugais. du LFA, exactement. Et en fait, il s'était pris plein de dégâts et Orbin l'avait stoppé le combat. Et le fait qu'il avait pris plein de dégâts et que Orbin l'avait stoppé le combat au bon moment, t'as vu, t'as Daniel Cormier qui a acclamé le gars en disant que c'était en gros, que c'était un bonhomme. Tout le monde l'avait acclamé, le gars. Il a même eu le bonus des $50 000. Mais le problème, c'est que tellement la faute de l'arbitre, elle est passée au-dessus du combat. Malheureusement, je pense que l'UFC, ils n'ont même pas dû faire attention à la bravoure de Benoît, tu vois. Et en fait, c'est passé inaperçu, limite, j'ai l'impression. Parce que vraiment, quand tu as des spectateurs, toutes les réactions, il faut focaliser sur l'arbitre, tu vois. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la hype, enfin la témérité, le courage, la bravoure de Benoît, elle s'est fait absorber par le fait que en fait, on a plus pointé du doigt l'erreur d'arbitrage. Ça, je suis d'accord avec toi, il y a aucun souci. Maintenant, les mecs comme Dana White, les mecs qui sont autour de la cage savent qui est Benoît Saint-Denis et lors du prochain combat de Benoît Saint-Denis, même les combattants qui vont devoir l'affronter sauront que c'est quelqu'un de très solide. Ouais. Donc ça, il n'y a pas de souci. Moi, je réagis surtout à la polémique de ceux qui critiquent tout le monde est d'accord pour critiquer. En fait, ce qui est cool dans ce qui s'est passé, c'est que tout le monde est d'accord pour critiquer la performance de l'arbitre. Tout le monde est d'accord pour saluer la bravoure et le courage de Benoît Saint-Denis. Et là où il y a polémique, c'est de dire est-ce que le coin de Benoît Saint-Denis aurait dû intervenir ou pas. Et c'est là que c'est difficile de se prononcer parce que déjà, on n'a pas tous les éléments en main. Ça veut dire qu'on n'est pas au bord de la cage et on voit pas la chose de la même manière. Eux, ils sont dans le feu de l'action, ils sont au contact de leur élève, ils le connaissent mieux que personne, donc ils savent en vrai si leur élève a encore les ressources ou pas les ressources. Ouais, c'est ça, ouais. Et ils sont encore une fois dans le feu de l'action. Alors que nous, quand on était spectateurs, on est assis sagement sur dans notre télé canapé, on écoute les commentaires et donc forcément, ça nous induit aussi un peu en erreur. Et c'est là que la polémique, elle est. Et c'est là aussi où il faut se poser la question à un moment donné, c'est de savoir, en tant que coach, on sait que c'est hyper difficile des fois de jeter jeter l'éponge parce que c'est quelque chose qu'on voit très rarement. C'est quelque chose. Mais parfois, et je le dis parfois, il faut penser au combat d'après. C'est-à-dire que parfois, on sait que des combats peuvent laisser des séquelles et peut-être que jeter l'éponge, c'est une manière plus tard de préserver son combattant pour les guerres à venir. Mais ouais, comme tu as dit, ils sont dans le feu de l'action, c'est compliqué. Tu sais, et puis surtout, tu sais, même si c'est le rôle du coach, des fois, le fait de jeter l'éponge, ça va créer une tension entre le combattant et le coach. Hein. Comme Wilder, hein, il avait son coach, il avait jeté l'éponge. Mais encore une fois, je te dis, c'est très difficile de juger ça d'un regard extérieur parce que, en vrai de vrai, les seuls qui savent aujourd'hui s'ils ont bien fait ou pas de jeter l'éponge, c'est eux en interne. Et il n'y a qu'eux qui peuvent le dire.
Et nous, on est juste là en tant que spectateurs. Et voilà. Par contre, je crois que l'unanimité euh, a clairement identifié que l'arbitre a été totalement défaillant. Et l'UFC Ouais. l'a d'ailleurs retiré de la carte. Bah, en plus, il a fait plusieurs erreurs, hein. Mis à part le fait qu'il a Ouais, pas arrêté le le doigt combat, dans l'œil, c'était n'importe quoi. le dos dans l'œil. Benoît, il se plaint de ne pas voir. Ah ouais, super. 1h35, on boit du Pepsi. Bel exemple. Ouais, je te disais, bah, mis à part le fait qu'il a pas arrêté le combat au bon moment, le dos dans l'œil, Benoît, il se plaint de ne pas voir et l'arbitre, il a même pas le réflexe d'appeler au moins le médecin pour qu'il puisse vérifier son œil. Ensuite, dans le troisième round, Benoît se prend un coup dans les parties et il retire un point. Et t'as même Daniel Cormier, les commentateurs qui hallucinent derrière. Et en fait, c'est un point retiré, mais non justifié, tu vois. Je sais pas d'où l'arbitre il sort, mais tu as précisé que c'est un arbitre du M1 en Russie. Peut-être que là-bas, ils sont habitués. Mais bah, en parlant de Non ça, ça me mais fait un petit peu penser à ton combat que tu avais fait au M1. Je sais plus ouais, c'était qui l'adversaire. ouais, Et c'était Alex Mako. tu vois, tu lui avais infligé de gros dégâts sans que l'arbitre intervienne. Et peut-être que lui, il est habitué à ce genre de combat, tu vois. Peut-être pour lui, Non, ça je sais paraissait pas. normal, je ne sais pas. Je crois pas. Après, tu sais, ce mec-là, le pire, c'est que une fois, ils avaient passé sur zone interdite en Russie les combats de rue. Tu sais, Ouais. ils organisaient comme des pour déceler la nouvelle pépite du MMA russe. Ils faisaient Mhm. des combats en bas des cités et ils prenaient les vainqueurs. Et c'est cet arbitre-là qui faisait ça là-bas. Je te jure. Mais je te C'est sortirai bon, les ça vidéos. explique tout, fin de la polémique. Et attends, et moi, quand je me suis fait, écoute bien, pour aller au-dessus de tout ça, une fois, j'ai combattu contre Pawel Gordev. Ouais. Et Pawel Gordev, je l'ai gagné. Je jure, vous regardez le combat, je l'ai gagné. Ouais, c'était ton C'est, premier combat au et, M1, je crois, non? voilà. Et ces bâtards, ils m'ont fait perdre à la décision partagée. Et les deux arbitres qui m'ont fait perdre, dans les juges, bah, c'est ce bâtard. Ce bâtard dans la vie. Je te jure. Non, mais Écoute, ça explique tout. C'est bon. là, Je crois qu'il mais n'y a plus de polémique, là. c'est un corrompu. C'est un gros corrompu. Et donc, je suis content qu'il soit viré de l'UFC. Après, je ne sais pas s'ils vont totalement le virer, mais en tout cas, ils l'ont exclu de la soirée parce qu'il lui restait encore un combat à arbitrer. Mais en tout cas, c'est un danger public. C'est un danger public. En Bon, tout passons à cas, la main ce carte. qu'il faut retenir de ce Ouais. combat, encore une fois, c'est déjà le niveau technique de Benoît aussi, hein, parce que Ouais. malheureusement aussi, le fait qu'il y ait eu tout ça, on oublie de dire que Benoît, il a montré des trucs de ouf. C'est vrai. Middle, boxe qui est quand même hyper percutante, joli takedown, belle lutte. Et franchement, Et, ouais, et très j'ai belle hâte, défense de lutte. C'est ça que je ouais, voulais souligner. Ouais. et j'ai hâte de le voir à 70 kilos parce que je pense qu'il va faire vraiment beaucoup de dégâts dans la Non, je KT. suis d'accord, je suis d'accord. Heureusement que tu l'as rappelé parce qu'en fait, même dans son manque de lucidité lorsqu'il était touché et que Dos Santos arrivait à le Ouais, prendre il a réussi, tu vois, exactement. il défendait très solidement les takedowns. Et même que lorsqu'il a été emmené au sol, il trouvait toujours la solution. Il avait un très bon grappling défensif. Et en fait, bah, son adversaire n'a même pas réussi à lui infliger de gros dégâts au sol. Parce que Benoît, ouais, il avait toujours ce bon protocole pour se relever et sécuriser sa position. Donc franchement, Voilà. chapeau à lui. Et je pense que là, il a envoyé quand Et même un gros message à l'UFC en disant, vous pourrez compter sur moi à exactement. l'avenir. Ouais. Et on peut aussi également, même si je te dis, la polémique enfle, etc., au niveau de son corner camp, enfin de son coin, il faut quand même rappeler que Daniel Vorin, c'est un homme d'expérience. C'est C'est pas ça. un arriviste qui a aucune expérience de l'UFC. C'est un gars qui a coaché les meilleurs en MMA du monde, notamment Anderson Silva, Lyoto Machida, Dan Anderson. Donc c'est Ouais. quelqu'un qui a déjà fait beaucoup de coins à l'UFC. Donc, c'est quelqu'un d'expérience qui a l'habitude du très, très, très haut niveau. Ouais, Et c'est ça. donc, Ouais. gros big up à Daniel. Et un peu triste pour lui qu'il se retrouve comment dirais-je, dans cette situation où il y a forcément une polémique et je comprends la polémique. Ouais. Et déçu en tout cas pour que cette première soit, entre guillemets, tristement célèbre parce qu'on retient malheureusement le côté un peu négatif de la chose. C'est ça, c'est ça. En tout cas, on lui souhaite un très bon rétablissement et un retour victorieux pour ses prochains combats, dont qui se fera en lightweight et puis en Exactement. welterweight. Passons à la main carte. On avait un combat chez les light heavyweight, chez les moins de 93, Ankalaev et vs Ozdemir. Je vais pas dire un petit peu une descente aux enfers pour Volkan, c'est un petit peu dur, mais les Ouais, deux mais sont. si, en fait, c'est exactement ça, hein. Il me fait penser à Gastelum. C'est typiquement la même chose à Gastelum. Tu peux prendre aussi, par exemple, Hooker. Tiens, ça va être la même chose.
Tu peux prendre aussi, je sais pas, j'en ai plein à citer en vrai, mais je les Ouais, oublie. Mais en fait, on c'est en parlait à de. Darren Till, à Darren Till, c'est la Ouais. même chose. C'est des gars qui sont partis flirter avec la ceinture ou même qui ont eu leur chance pour aller chercher la ceinture. Et en fait, quand ils ont perdu le titre, malheureusement, on peut plus les faire refaire sur du top 15 parce ils sont dans le top 5. Et Bah, en fait, je malheureusement, pense que c'est ça, c'est ça. C'est un petit peu le côté pervers lorsque tu as une ascension fulgurante, en fait. Parce qu'il a fait 3 c'est combats à l'UFC. Déjà, il prend un short notice contre Saint-Preux, il me semble. Ouais, c'était contre Saint-Preux. Après, il enchaîne Jimmy Manua. Il le bat avec la manière. Après, il prend, j'ai plus le nom en tête. Et boum. Et là, il affronte Daniel Cormier. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où il a mis un petit peu la descente aux enfers. Parce que déjà, on a vu la différence de niveau. Elle était voilà. flagrante. Et en fait, depuis ce combat-là, il est sur je crois qu'il est sur un record de 2-5, 2 victoires pour 5 défaites. C'est malheureux. C'est un peu malheureux quand même. Ouais. Ouais, surtout que bon, il vient de Suisse, donc c'est un pays francophone, voisin à la France, donc Ouais. on aurait aimé qu'il performe plus. Mais c'est dur encore une fois, vraiment, l'UFC, c'est un monde, les gens, ils se rendent pas compte de la brutalité Ouais, d'une défaite et de la difficulté psychologique qu'il faut pour se remettre de tout ça. Et en fait, c'est vraiment un cercle très vicieux. Et je pourrais en citer, j'ai oublié James Vick, un combattant à 70 kilos qui a jamais été ouais. jusqu'à la ceinture. Ouais, Mais t'as en fait, parlé depuis de. qu'il avait affronté Gaethje, et ben après, il a été dans une descente aux enfers jusqu'à, il a pris sa retraite il y a pas longtemps, le pauvre. Ouais. Et c'est pour ça que je comprends ensuite des gars comme Thomas Pinal qui sont jeunes, en poids lourd, et qui sont sur une bonne ascension, mais qui disent, Et ouais, qui moi, prennent leur temps, ouais. je veux pas aller chercher le top 5 tout de suite, parce qu'une fois que tu es parti là-dedans, toute ta vie, tu auras des combats durs. C'est ça, ouais. Et c'est compliqué. C'est Bah compliqué après, à prendre. S'il se loupe, ouais, c'est non, compliqué. je suis d'accord, mais en fait, le problème, c'est que, enfin, le problème, lorsque Volkan est arrivé à l'UFC, la KT, elle était vraiment, Elle était vide. elle était vide. Elle Donc, en était... fait, il n'avait pas le choix que d'aller vers l'avant. Il ne pouvait pas se permettre de prendre son temps. Parce qu'au moins, déjà là, il aura la prétention de dire qu'il avait affronté Daniel Cormier, qu'il a eu le tir, tu vois. S'il avait pris son temps, peut-être que ça ne serait pas passé bah, comme Ouais, c'est maintenant. vrai. Après, pour parler du combat, bah, il y a une grosse domination dans Kalaev, malgré que Volkan, à un moment donné, il a commencé à trouver un petit peu une solution en faisant un jeu de sable. Ce qui a forcé Ankalaev à changer de niveau à un moment donné, à même changer de garde. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'a pas, il a pas su trouver la solution, Volkan, parce que pendant tout le combat, il essayait de. Il était à distance de kick. Donc, forcément, quand tu es à distance de jambe, bah, tu n'es pas à distance de. Pour toucher en anglaise. Et à chaque fois qu'il essayait de rentrer dans la zone d'échange, il se faisait durement punir par un bras arrière ou par un crochet, tu vois. Et c'était un petit peu frustrant à voir comme combat, parce que tu vois qu'il n'arrivait vraiment pas à trouver la Ouais, solution, malheureusement. Ouais. après, en KLF, il a bien combattu. Et Ouais, bien voilà, sûr, il a fait le combat qu'il lui, devait pour le faire. coup, Ouais. il poursuit vraiment son ascension. Et en plus, comme tu le dis, la KT 93, là, actuellement encore, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de cartes à jouer et on l'a vu avec la victoire de Texera, de toute manière que les cartes vont être redistribuées encore et encore parce qu'il C'est y a ça. vraiment de la place. C'est ça. Après, il y a eu un combat derrière, c'était Shimaev. Monstrueux. Franchement, Monstrueux. Bah, tu sais, Chimaev, c'est vraiment le genre de combattant sur qui tu peux pas faire d'analyse vraiment. Déjà, tellement la hype, elle est haute et tellement le mec, il est monstrueux et la manière dont il détruit tout le monde, t'as du mal à l'imaginer. Tu sais, honnêtement, demain, tu mets contre. On te dit de pronostiquer Ousmane Chimaev, tellement le mec, il est sur une ascension de ouf, des performances de mais le bâtard, et pire, avec la manière. Comment tu il- peux. il- Tu je vois. pense que même les gars qui l'affrontent, il arrive à mettre le doute chez eux. C'est-à-dire que moi, je suis pas un adepte du trash talking, j'ai jamais aimé ça. Mais lui, le pire, c'est qu'il peut le faire. T'imagines que le mec, il a fait 4 combats à l'UFC, il a reçu que 2 coups. C'est un Oh. truc de ouf. Et là, il a affronté, les mecs, ils se rendent pas compte. Les mecs, ils disent, ouais, il a affronté un mec un peu. Non, Quatrième combat à l'UFC, il affronte un top 11, Jig, tiens, pour la petite histoire, lui, là, ce mec-là, le chinois, il a mis KO l'adversaire de Benoît Saint-Denis. ouais, Ça veut dire ouais, que je crois. la seule défaite nette de l'adversaire de Benoît Saint-Denis à l'UFC, c'est le chinois qui lui a mis. Pour donner une idée. Ji Jiangli, là, franchement, c'est un poison. Quand tu vois ce que Shimaev lui a fait, l'a porté, il le porte, il parle à Dana White ou je sais pas à qui il parle, Ouais. il met Jake Jungle au sol et ensuite il le finit. Enfin, comme tu as dit, il n'y a rien à dire. Juste ce mec, il a une hype de ouf. Il est On a monstrueux, juste ouais. envie, on a juste envie de le revoir combattre.
Et effectivement, il s'inscrit dans les prétendants à la ceinture, clairement. Ouais. Et pour la Et suite, là, ouais. je m'inquiète vraiment pour les gars comme Léon Howard, je m'inquiète vraiment pour les gars comme Luque, je m'inquiète vraiment pour les gars comme Chiesa. Je pense que les gars vont se faire tuer. Vraiment, Pour la suite, il avait dit que Masvidal était intéressant en conférence de presse, mais après, il y a un journaliste qui a posé la question, en gros, sur le fait que je crois que Dana White avait en gros dit que. Bref, en tout cas, il a dit qu'il était intéressé par Nate Diaz. Il lui a dit en gros, on verra qui est le vrai gangster. Après, Nate Diaz, ça peut être un combat bien pour lui, moi, mais honnêtement, ça lui ferait pas avancer vers la ceinture. mais en fait, voilà, c'est ça. Nat Diaz, le problème en plus, même Nat Diaz, quel est l'intérêt? Ouais, c'est En ça. fait, Nat Diaz, j'ai l'impression qu'il va affronter que des mecs forts. Comme ça, quand il perd, il se dit, bah, c'est normal, j'ai affronté des mecs forts. Après, là, pour le coup, c'est Shimaev qui va le trash talk en vrai de vrai. Non, mais ouais, mais ce combat-là, il a pas de sens. Franchement, je Après, préfère, ça peut tu être un vois. petit money fight, tu vois, qui sera regardé par pas Ouais, mal de bah, personnes. c'est sûr. Mais Bah, je suis d'accord avec toi, il a de pas de toute sens. manière, En tout cas, dans le ranking, il n'a Shimaev, pas de sens. mais maintenant, Shimaev, la force de Shimaev, c'est qu'il a besoin de personne d'autre pour vendre ses combats. Ça veut dire qu'à Ouais, un moment donné, il allait trash talker pour vendre ses combats, et maintenant, juste lui suffit à lui-même. c'est Donc, ça. pourquoi aller pour vendre son combat, il lui suffit de faire des beaux combats. Donc, C'est il ça, n'y a c'est pas ça. besoin d'aller chercher vers les autres. C'est vrai. Passons à la catégorie des lightweights. On m'a dit dans l'épisode précédent qu'on avait fait là que je sous-estimais Hooker. Et je pense que c'est vous qui sous-estimez, qui avez sous-estimé Là, Islam. Parce que je pense enfin, pour moi, il a fait le combat parfait. bah, Il il a a fait le fait, combat ouais, parfait. il a fait le combat parfait. Après, comme tu as dit, hein, de toute manière, le combat, il te donne raison à 1000%. Ouais, J'aurais vraiment cru, en fait, que Hooker, qui savait qu'il ne devait pas aller au sol, aurait été plus agressif en boxe, de façon à faire douter Hooker et ouais, de ne pas faire à faire douter Makhachev ouais. et de ne pas faire la même erreur que contre Chandler, c'est-à-dire tourner et se mettre dos à la cage. En fait, Et c'est ça, ça je confirme ce que pensais je pensais vraiment de lui. Ouais, je pensais vraiment qu'il allait aborder le combat en patron et qu'il allait se mettre au centre de la cage. Ensuite, ouais. là, encore une fois, il y a rien à dire. En fait, après, en plus, Makhachev, il force le respect. Pas de trash talking. Il y a quand même une fausse modestie chez eux, je trouve. Tu vois, je trouve qu'il y a quand même une sorte de fausse modestie. On est les meilleurs, mais on le dit pas. Mais on est les meilleurs. Tu vois, genre, bon, ça va. Il le prouve dans la Après, cage. voilà, ils le prouvent dans la cage. Ça, il y a rien à dire. C'est ça. En fait, c'est pour ça qu'on peut rien leur dire. C'est parce qu'ils Ouais. le prouvent. Et voilà, et lui, que dire de plus, tu vois, parce que quand on sait que Hooker, il fait des guerres avec Poirier et tout, il y a 6 mois de ça, je disais que Makhachev n'avait pas le niveau pour battre Poirier encore. Et quand je vois le combat là, bah, je me dis que si, en fait. Je me dis clairement qu'il a le niveau pour battre tout le monde dans la C'est ça, catégorie c'est ça. 60. Et en fait, là, je les croyais déjà. Je croyais déjà Rabib quand il disait que Islam était meilleur que lui, que c'était vraiment monstrueux ce qu'il faisait à l'entraînement. Je le croyais, mais là, je le crois encore plus. Et il y a même Daniel Cormier qui a réagi sur Twitter en disant, en gros, donnez-lui sa chance au titre. Et en fait, je pense que c'est des mecs comme Khabib ou Cormier, c'est pas des mecs qui parlent pour parler. Tu vois, quand ils parlent, je pense qu'ils sont en général objectifs. Et Ouais, bon, oui, oui. en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que bon, on en parlait en off hier, son cousin qui est à l'UFC, pas Oumar. J'ai Ouais, oublié son mais prénom. ils sont pas du tout au même style, au même stade de leur carrière. Attends, l'autre, il Ouais, a non, 3 combats à je suis l'UFC. d'accord, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que son petit cousin qui est chez les Batamois, j'ai oublié son prénom, je crois que c'est Oumar Ouais, Nouri. ouais, mais je vois c'est qui, ouais. Tu vois, bah, en fait, lorsque Khabib a été interviewé à son sujet, il aurait pu quand même Le le mettre sur un hyper ou le faire piédestal, monter. mais il l'a pas fait. Il lui a dit en gros non, il a encore des choses à prouver. Tu vois, il y a quelques années, peut-être qu'il aurait parlé comme ça d'islam. Parce que là, s'il parle avec autant de confiance et d'affirmation, bah, Islam, il a prouvé hier qu'il avait sa place bah, pour aller chercher le titre, tu vois. Et Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Après, j'aurais quand même aimé voir Islam contre un Dariush ou un Gaed ou un Chandler avant d'aller chercher le titre. bah ouais, non, je pense que là, il va prendre le gagnant. Logiquement, il devrait prendre le gagnant de Chandler Gaethje, normalement. Et il en est où, Dariush? Darius, il est pas. J'ai Parce que vu tu vois, aucun. J'ai moi, rien je vu pense chez que eux. j'aurais aimé voir Dariush contre Makhachev.
laisser Chandler et Gaethje ensemble pour aller faire la ceinture contre le vainqueur de Poirier contre Oliveira, et ensuite le vainqueur de Dariush contre Makhachev prendre le vainqueur de l'autre finale, quoi. Bah, je pense avec la manière dont il a gagné hier, je pense que déjà il laisse vraiment aucun doute. Et je pense que là, ils vont vraiment mettre une marche avant. Surtout qu'en début d'année, Khabib avait dit qu'il souhaitait voir Islam champion en début 2022, il me semble. Donc je pense que Ouais, mais vraiment qu'ils vont mettre la marche avant là. en 2022, il aura sa chance au titre, mais je pense qu'il va refaire un combat avant. Ouais, logiquement, ouais, c'est ce que je me dis aussi. Et sachant que les cartes, elles sont déjà bookées jusqu'à décembre, je vois pas trop. Par contre, j'aimerais vraiment qu'il nous sorte une surprise pour Chimaev. On le sait que Chimaev, il recule devant rien. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il propose un combat pour Chimaev en décembre? Enfin, genre, je sais pas, peu importe, contre Bilal, tiens, par exemple. Tu vois, pour monter tranquillement. Ah, franchement, je serais inquiet à leur place, hein. Très Ah ouais, honnêtement, non. les mecs qui sont devant, je serais inquiet parce que et en vrai de vrai, tu peux pas préparer de game plan contre ce mec. C'est tellement la Non, fou. mais c'est trop. Non, mais au-delà d'être un fou, il est fort. Franchement, Ouais, il non, est honnêtement, il est fort physiquement comme fort. pas beaucoup Tu de vois, gens qui le font. Makhachev et Chimaev, c'est vraiment les prototypes de ce que doit être le MMA. C'est-à-dire, timing, tu vas au sol, tu ramènes ton combat au sol, tu prends pas de coups. Donc, tu préserves ta santé et tu domines le combat en moins d'un round. En plus, tu vas chercher une finalisation. Franchement, Non, si tu sais pas, en fait, si tu sais pas apprécier ce type de combat, c'est que tu n'aimes pas le MMA. Tu aimes le MMA spectacle, mais tu aimes pas le MMA dans son ADN. non, en plus, les détails de la Kimura, il a passé sa jambe au-dessus de la tête. Non, Ah ouais, c'est trop. Non, c'est trop. c'était exceptionnel. D'ailleurs, Mika qui a eu un petit moment de fragilité lors de cette scène, c'est cool Ah, avec son coussin. c'est vrai. Là, je te jure, j'ai eu mal au cœur. J'ai cru que le bras de Hooker allait péter. Ça me fait Bah, en mal. plus, il avait aucun bras de libre pour taper. Donc, l'arbitre, il a Et tu vois, vraiment. là, pour le coup, l'intervention de l'arbitre, elle a été nickel. Tu vois, dès qu'il a vu le visage de Hooker grimacer, sa bouche s'ouvrir, il est venu il a intervenu direct. Avec l'autre arbitre, là, je te jure que le bras de Hooker, il serait détaché de son corps. Il serait rentré avec Amakashkala. Je te jure. Bon, passons au combat au main event. Yann vs Sandhagen pour le titre intérimaire. Défaite de Sandhagen à la décision. J'avais un Ouais. petit espoir qui crée la surprise, mais je sais pas, il me laisse sur ma faim. C'est un petit peu comme le combat En fait, avec Dillashaw. on sent qu'il aurait pu, Exactement. mais qu'il n'a pas pris le risque. Après, quand je dis qu'il, non, alors attention, hein, quand je dis qu'il aurait pu, c'est-à-dire qu'il aurait pu mettre plus en danger Faire plus, c'est ça. Petroyan, mais le problème de faire plus, c'était aussi de plus s'exposer. Exposé. Et on l'a vu quand Petroyan il contrait, en fait, on sentait que Petroyan il avait la foudre dans les mains. Ouais. À la différence de Sandhagen, j'ai l'impression que Sandhagen il touche beaucoup, mais qu'il a des points en mousse, qu'il n'arrive pas à mettre le il débite KO. beaucoup. Tu sais qu'il me fait Et, même penser à Dominique Cruz dans ses déplacements, dans sa et manière de par bouger. contre, pour le coup, Petroyan, ce qui m'a le plus surpris dans ce combat, c'est qu'en réalité, il a fait des coups de pied de ouf et tout. Mais dans la 95% de ce qu'il a proposé, il a fait des choses hyper basiques. J'avance Ouais, sur toi et je frappe fort. c'est ça. Et ses défenses de lutte étaient magnifiques à Petroyan. Ouais. Et c'est un gros champion, il est très solide, hein, Petroyan. Il me surprend, hein. C'est vraiment Et un en plus, gros champion. ce que j'apprécie chez lui, c'est que tu vois qu'il est préparé pour les 5 rounds. C'est-à-dire que même si il peut Ouais, laisser passer la ouais. tempête dans les 2 premiers rounds, c'est lors des rounds de championnat que c'est là où tu vois un champion. Et en Là, plus, il avait il fait arrive à. un peu la même stratégie contre Sterling, hein. Ouais, c'est ça. Il avait laissé échapper le débit, tu vois, parce que l'autre, il débitait beaucoup. Ouais. Et lui, il est revenu. Et t'as vu, quand il a touché Sandhagen, je crois, c'est au troisième round, Ouais. il était vraiment pas loin de. Après, il y a pas grand-chose à dire sur ce combat, juste que Ouais. Petroyan, il est impressionnant et que Sterling, par contre, on peut parler de Sterling qui, Ouais. ensuite, sur Twitter, s'amuse à se moquer d'eux. Mais Ouais, c'est franchement, vrai. lui, Mais il en est fait, vraiment pas. leur trash talk qui dure depuis le jour où il a mis la belle carotte, en fait. Ça fait que Non, de mais ce voilà. trash talk. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas. Là, il est né après la honte, c'est pas avant la honte, c'est pas possible. Tu peux pas trash talker et avoir pris la ceinture de cette manière. Et ensuite de ça, tu désistes un combat parce que soi-disant t'es blessé. Alors que c'est même pas vraiment une blessure, c'est juste que c'est quelque chose qui l'empêchait de faire le camp d'entraînement Ouais, correctement. c'est Non, ça. franchement, il ferait mieux de se taire. Bah, en tout cas,
il a intérêt à bien s'entraîner parce que Petroyan, là, il doit être vraiment remonté à bloc. Ouais, très solide. Passons dans les combats au main event. Blachowicz vs Teixeira. Alors, pour vous dire, déjà, désolé parce qu'on n'a pas pu faire de preview et de pronostic. Je pense que le temps, il était juste la semaine dernière. Mais honnêtement, j'ai pas été surpris. Après, pas de la manière dont il a gagné Teixeira parce que franchement, la domination, elle était totale. Et je sais pas, peut-être que ce combat-là, il manquait d'animosité de la part de Blachowicz. Tu sais, j'ai l'impression Ouais. qu'il y avait un trop gros respect. Non, moi j'ai surtout l'impression, je pense qu'il s'est vu vainqueur trop tôt, Blachowicz. Ouais. Et moi, en fait, je pense que, tu vois, Blachowicz, quand je l'écoutais et tout en interview, moi j'étais persuadé qu'il allait gagner. Et Texera, même avec tout le respect que je lui dois, hein, je me disais, je le pensais incapable de créer un dernier exploit avant la ceinture face à Blachowicz. Et je suis heureux pour lui. Je suis aussi heureux pour Texera que j'étais heureux pour Charles Oliveira parce que c'est des gars qui ont eu des parcours à l'UFC très difficiles. Et cette ceinture, Ouais. c'est comme une récompense ultime dans leur carrière, à l'image d'un Bisping qui a eu la ceinture à un moment donné où on n'aurait jamais cru qu'il puisse avoir la Ouais. ceinture. Et là, Texera, c'est pareil. Tu vois, le départ de John Jones, ça fait que toutes les cartes se sont redistribuées. T'as des mecs comme Reyes qui se sont éteints après leur défaite de John Jones. Enfin, t'as tout un concours de circonstances qui fait qu'aujourd'hui, on a Texera qui est en champion. Et on le sait, avec un John Jones en place, Texera n'aurait jamais été champion. Ouais, bah, son 42 ans. premier title shot, c'était contre John Jones, ouais, justement. Ouais. Être champion à Ouais. 42 ans à l'UFC, c'est un truc de dingue. Et par contre, il y a un truc qui m'a surpris, c'est que dans la catégorie des moins de 93, j'ai l'impression qu'avec un peu de lutte et un peu de sol, C'est exact. Tu m'as tu retiré les peux mots de être la champion. bouche, c'est ça. Enfin, quand je dis un peu, c'est avec un bon sol et une bonne Ouais, lutte. au-dessus de la moyenne, ouais. Ouais, tu peux être champion au final assez facilement. Ça m'a vraiment C'est ça. surpris de voir Blachowicz. Faire En enlever plus, ouais. il s'est vraiment résigné, hein, très, très. Je pense qu'il a été durement touché sur l'hypercute et que quand il était au sol, il s'est presque résigné. Bah, vas-y, c'est bon, j'ai perdu. Non, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, en fait, c'est ça qui m'a surpris, c'est vraiment la domination, en fait, la manière dont Teixeira, il a su dominer. Et comme tu disais, en fait, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ça, c'est un petit peu ce que je pensais. Mais là, ça me le confirme. Lorsque tu as, chez les poids lourds et chez les, peut-être les 84 kilos aussi, un petit peu, je pense que j'ai l'impression, en fait, que c'est dans les hautes catégories, tu vois. Mais le Lorsque tu as, pire, c'est que quand tu vois ce que Shimaev fait et ce que Makachev fait, c'est-à-dire à moins de 70, moins de 77, ils sont en train de réimposer. De toute manière, on le sait, le MMA, c'est des cycles. Hein, des fois, on a beaucoup de strikes. Et là, ils sont en train de réimposer le style à Khabib, hein, tout ouais, simplement. On lutte, on scotche, on soumet. c'est ça, Et, c'est ça. c'est un style qui arrive à imposer même au niveau des 70-77 actuellement avec Shimaev et Makachev. Là, ce que Texera a fait avec de la lutte et du sol ultra basique, c'est incroyable. Il a Ouais. fait la même chose à Anthony Smith. Mm. Franchement, c'est incroyable. C'est un champion à 42 ans, c'est une belle histoire. Franchement, on peut en faire un film, le truc. Non, Je, c'est en mérité, fait, c'est entièrement mérité, ouais, ouais. je suis vraiment heureux pour lui. Il m'a fait perdre mon ticket, mais je suis content pour lui. Mais il m'a fait perdre mon ticket. Non, c'est ça, c'est ça. Après, même Blachowicz, en fait, juste après le combat, il a dit qu'il ne demanderait pas de revanche immédiate, qu'il fera en gros le nécessaire pour avoir un autre title shot. Et je te jure que on aime les champions humbles, pas trop de trash talk. Et on a même vu, je crois, dans l'Embedded, donc, ouais, dans l'Embedded, genre avant le combat, qu'il offrait, je crois, une bouteille de vin ou de whisky, bon, peu importe, à Teixeira. Mais je trouve que parfois, lorsqu'il y a trop de respect, j'ai l'impression que Ça manque ça d'animosité. manquait d'un peu d'animosité, tu vois, pour peut-être. Tu sais, je sentais pas le polish power qui voulait vraiment Ouais, punir à chaque ouais, frappe, tu vois, je le suis polish d'accord. power. En fait, on peut être humble et respectueux, mais de là à copiner, il y a une différence, tu vois. C'est ça, Moi, ouais. vraiment, avant le combat, soit je combats pas avec un mec que je connais parce que je l'apprécie, mais dès lors qu'on va combattre, bah, il n'y a pas de copinage. Après le combat, il n'y a pas de souci, voilà, et voilà. Mais avant le combat, il n'y a pas de copinage, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Rien C'est du ça, tout. c'est ça. Et je pense que c'est ce qui a manqué à Blachowicz. En tout cas, félicitations à Teixeira. Je Ouais. pense qu'on va finir sur cet épisode-là et on reviendra cette semaine pour l'analyse et pronostic de la prochaine carte qui aura lieu la semaine dernière, la Ouais, semaine prochaine. c'est ça. On essaye de refaire un épisode peut-être mercredi ou jeudi et en même Ouais, temps, on parlera du.
du débrief du combat de Doomsday qui combat demain C'est ça. à C'est ça, Dubaï. c'est ça. Donc, on fera le débrief de Doomset et avec les pronostics et les analyses de quelques combats pour le site 268 où il y aura notre cher Nassourdine Imavov qui sera de retour contre Edman Chabazian. Ça risque d'être une sacrée carte. Vous êtes tous invités chez Mika. Samedi, RDV chez Mika. Évidemment. Vas-y. Donc, merci. Je vous rappelle, le jeu concours, j'ai réussi à taxer une tenue de combat à Mika. Elle est dans ma chambre. Je ne vais pas vous la montrer, mais le jeu concours est toujours en train de rester connecté. Ah, mince, quel français. Eh, Vas-y, Mika. Ouais. c'est bon, attends, je te dirai après. Vas-y.